Bonjour, Kwekwe Wadja. Je suis Sophie-Claude Miller. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. J'ai le plaisir d'accueillir notre journaliste Inou, Sylvie Ambroise, en studio aujourd'hui. Nous vous avons préparé un bulletin bien spécial qui met en lumière les moments qui ont le plus marqué l'équipe. Avant d'entamer la discussion, voici un retour sur le dépôt du rapport de la Commission Vien. Jacques Vien est le commissaire de la Commission d'enquête pour les services publics pour les Autochtones au Québec. Et il affirme qu'il est temps pour le Québec de présenter ses excuses. Ici, je recommande au gouvernement de faire amende honorable et de présenter des excuses au peuple autochtone du Québec pour les préjudices causés depuis trop longtemps par les lois, les politiques, les normes ou les pratiques des services publics à leur endroit. Lundi, Vien a rendu public le rapport très attendu résultant de ses 2 ans et demi d'enquête. Ce document de 520 pages met en lumière 142 appels à l'action. Parmi les 142 appels à l'action, on demande aussi plus de financement pour le logement, implanter la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et de rendre les services plus amicaux pour les Autochtones qui ne parlent pas français. Vien dit que les appels à l'action sont émis pour combattre ce qu'il décrit comme du racisme systémique dans la province. Dans une société développée comme la nôtre, ce constat est tout simplement inacceptable. Le chef régional de l'APNQL, Ghislain Picard, dit que le rapport confirme ce que les Premières Nations disent depuis longtemps. Il accueille les appels à l'action, mais il s'inquiète de la façon dont ils seront implantés. Ce que je trouve peut-être faible dans ces conclusions, c'est le fait que tout ça soit remis entre les mains du protecteur du citoyen pour le suivi. On a été très clair que pour nous, dans notre propre mémoire, que c'était insuffisant. Suivant la diffusion du rapport, les représentants des affaires autochtones, de la justice et des services sociaux ont tenu une conférence de presse. Ils ont encensé le courage des femmes autochtones qui ont pris la parole et ils ont mis l'emphase sur le fait qu'ils allaient rencontrer les leaders autochtones le 17 octobre pour discuter de la façon dont ils allaient réaliser les appels à l'action. Que ce n'est pas qu'une responsabilité du gouvernement, que ce n'est pas qu'une responsabilité des nations autochtones, c'est une responsabilité de société. Lorsque questionné au sujet d'excuses, D'Amour était évasif. Je vous dis que mercredi, il y aura une déclaration du premier ministre qui a rapport avec le juge Vien. Picard a une opinion tranchée, à savoir qui devrait recevoir des excuses. Je trouve que s'il y a des excuses à prononcer, c'est beaucoup plus au niveau des femmes qui ont osé lever la voix et dénoncer. C'est vraiment là que les excuses devraient aller. Vous comprendrez donc que notre discussion traitera du racisme systémique à notre endroit. Le commissaire Vien a clairement confirmé l'état de la situation. Donc, Sylvie Ambroise, dites-moi, est-ce que vous ou des gens de votre entourage avez fait l'expérience de situations de racisme systémique? Oui, c'est parce que nous autres, moi surtout, je vais parler de moi. Moi, je normalise cette... on dirait que je m'en rends compte, mais comme pas vraiment, là. C'est ça, tu l'as lu? Que vous êtes comme rendu désensibilisé, vous êtes comme trop habitué d'en voir? Oui, c'est exactement ça qu'est-ce que je vis, moi, là, tu sais, quand je ressens, puis il y a aussi, tu sais, on se sent pas bien quand on a vécu. Fait que là, moi, j'arrête tout ça, puis je m'en occupe pas. Fait que j'en fais pas un cas. C'est pour ça que je te dis que je normalise la situation, là. OK. Puis moi, je vais parler de ma propre expérience personnelle. Moi, j'habite à Montréal depuis quand même assez longtemps. Puis le service de police de la Ville de Montréal, le SPVM, en fait, nous profile. Il y a même un autre rapport qui est sorti à cet effet-là, qu'on est profilé vraiment beaucoup plus on a des contrôles de routine qu'ils appellent. Même des fois, je vais me promener dans le centre-ville, puis je vais voir des policiers, ils vérifient un peu comme qui je suis, parce que de loin, ça paraît que je suis une femme autochtone. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je fais exprès de montrer mon visage pour qu'ils voient que c'est pas moi qui cherche, en fait. Mais vous, est-ce que vous avez déjà fait cette expérience-là avec les policiers à Montréal? Oui, quand je suis arrivée, c'était pas les policiers, c'était un agent de sécurité. Je suis allée dans un parc, j'étais en train de fumer, tranquille, à prendre de l'air. Puis il y a un agent de sécurité qui m'arrive, il vient en front de moi, puis il me dit vous savez, madame, qu'on peut pas boire ici, puis là, quoi?
c'est parce que je bois juste du café, là, ou, tu sais, je suis juste tranquille. Ça m'a fait quelque chose sur le coup, mais après, j'ai normalisé aussi, là, tu sais. Mais c'était la fois la plus flagrante que j'ai ressentie ici à Montréal, là. Puis, dans le fond, c'est parce que même si vous tentez de vous désensibiliser, dans le fond, c'est un mécanisme de défense, un peu pour préserver notre santé mentale, Ben un oui, peu. Là. ben oui. Puis, pour vous, dans le fond, quand vous vous désensibilisez, c'est que ça ça affecte pareil. Là, quand le monsieur est venu vous voir et vous dit « Vous n'avez pas le droit de boire, Oui. il fait Oui. référence à de l'alcool, mais dans le fond... » Ben non, c'est ça. C'est pas moi qui va boire de l'alcool dehors, là, tu sais. Encore moins prendre de la drogue, là. Tu sais, il me l'a vraiment dit, là. Puis c'était un profilage racial que j'ai vécu. Donc, vous, étant donné que votre mécanisme pour vous en sortir, c'est que vous dédramatisez, puis dans le fond, vous n'allez pas faire de plainte envers ce garde de sécurité-là. Non. Vous préférez ignorer la situation Oui. puis faire comme si de rien ne s'était passé. Vous avez vu que vous êtes emménagé à Montréal à l'automne, dans le cadre de votre travail avec nous à PTN. Et comment est-ce que votre recherche de logement s'est passée? Est-ce que votre propriétaire, est-ce que vous avez ressenti du racisme ou au contraire, il était accueillant? Oui, c'était du racisme positif, je pense. Ah oui, OK. Oui. Parce que ne faut pas oublier que les gens, ils aiment beaucoup ça, les Autochtones aussi. Hein? Oui. Puis, la personne, j'ai raconté pourquoi je venais ici, puis où est-ce que j'arrivais, puis c'est quoi je venais chercher. Puis il était bien content que je parle de ma culture, puis tu sais, comment je parle, puis comment que... OK. Fait qu'il y a beaucoup de racisme dans le milieu. Par contre, il y a des bonnes perles, il y a des gens qui sont accueillants, qui sont ouverts à notre culture. Oui, très, très, oui. Pensez-vous que le Bulletin des nouvelles nationales contribue à mieux faire connaître notre réalité aux gens qui nous connaissent peut-être un peu moins? Je pense que oui, hein, au côté francophone. Oui. Bien, Sylvie, c'est tout le temps qu'on a pour le moment. Merci beaucoup. Alors, c'est l'heure de la première pause de votre bulletin de nouvelles nationales, la rétrospective de l'année 2019. On vous retrouve dans quelques minutes pour discuter des développements du train Chiwedan qui dessert le nord du Québec. À tout de suite. Rebienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN pour le bulletin spécial rétrospective de l'année 2019. Sylvie Ambroise a couvert l'histoire de la grève du transport ferroviaire d'une importance cruciale pour les Inuits et les Naskapi, le train Chiwedan. Voici le reportage de Sylvie à ce sujet. La compagnie de transport ferroviaire Chiwedan est née d'une alliance créée il y a 14 ans entre 3 conseils de bande et de 2 nations, soit les Inuits et les Naskapi. Le conseil de bande de Kawawachikimak, le conseil des Inuits de Matchimekosh-Lac-John et de Inuit-Wegen-Washat-Makmaliotenam. Le chemin de fer relie ces communautés sur 200 km. Dans ces communautés qui sont accessibles seulement par avion et par train, le fret, le train de marchandises et le train passager sont essentiels pour nourrir ces populations éloignées. Depuis le début de la grève, le 27 septembre 2019, Chiwetan fait un seul aller-retour hebdomadaire. Alors que le train offrait habituellement 2 allers-retours, un au début et un autre vers la fin de la semaine, le seul passage offert est maintenant le mercredi. Beaucoup de chasseurs rejoignent leur territoire traditionnel de chasse situé aux abords du chemin de fer. On était beaucoup à monter dans la même place. C'est au village 84, on appelle ça Kanatish. J'ai été obligée d'annuler le voyage parce que là, il n'arrêtait plus dans les stations. Il arrêtait juste à Emeril puis à Schufferville. Mon cousin Gilles, lui, est obligé d'annuler aussi parce que ça ne tombait pas dans ses dates de vacances lors du déplacement de Chiwetan. Les employés de la compagnie ferroviaire Chiwetan sont maintenant sans convention collective, et ce depuis mars 2018. Ils demandent entre autres une augmentation salariale et un régime de retraite pour les employés saisonniers.
Notons qu'une dizaine d'employés ont donné leur démission depuis le début de la grève. Une dizaine environ. Une dizaine sont partis à cause qu'ils voyaient que la compagnie tombait petit à petit. Là, c'était à cause d'une mauvaise gestion de la part de la compagnie. Le train de Tueton, dont la construction date des années 70-80, aurait des problèmes répétés de bris et de retard. C'est pas des trains nuls d'aujourd'hui. C'est une autre affaire que Transport Canada. On devrait regarder à nos matériels qui sont pas nécessairement nuls. Une subvention de Transport Canada aide à financer l'économie sociale dans cette région. Une récente reprise de pourparlers avec le conseil d'administration de Transport Tueton est en cours. Aussi, le transport ferroviaire du minerai de la compagnie minière Tata Steel est perturbé par cette grève. Sylvia Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Ouachat. Alors, comme je le mentionnais avant le reportage, cette grève a affecté énormément les communautés Innu et Naskapi au Québec. Donc maintenant, il y a même une mise à jour, je crois, sur le sujet. Sylvie Ambroise, cette grève qui a débuté, comme vous le mentionniez dans le reportage, le 27 septembre, est-ce qu'elle est toujours en cours? Je crois qu'elle a arrêté. Oui, ils ont arrêté. C'est les employés qui faisaient la grève qui ont accepté. Puis ils ont arrêté la grève. Là. Donc, ils ont accepté l'offre patronale. Leur revendication, c'était quoi, ou juste des employés? Il y avait beaucoup de revendications pour les saisonniers aussi. OK. Puis aussi plus de vacances et une augmentation salariale. Okay. Ils ont été augmentés, je crois, à 2,5 %. Mais pour tout le reste, ils n'ont pas obtenu leur demande. Ils ont laissé tomber pour que, justement, pendant les fêtes, les Inuits, ils voyagent beaucoup, surtout de chez Fairville, qui viennent acheter des cadeaux, des vivres, pour les fêtes. Ben oui, pour les fêtes. Donc là, la grève, elle a terminé quand exactement? Ça fait comme quelques semaines, une semaine ou deux, je crois? Ben, 2 semaines. 2 semaines. Et puis là, le fait que la grève arrête avant les fêtes, c'est pour les vivre, mais aussi ces gens-là vont pouvoir, parce qu'il y en a qui ont de la famille, tu sais, les Inuits puis les Naskapi, et il y a beaucoup de familles qui sont des gens qui sont d'origine Naskapi et Inuits. Oui. Donc, ça va faciliter la famille. L'impact là, de cette grève-là, qu'est-ce que ça va apporter? Parce que je pense qu'il y en a qui prennent le train pour la chasse aussi. Oui. C'est quoi la réalité là, pour les Inuits et les Dans Naskapi? le reportage qu'on a vu, c'est qu'il y a des territoires dans tout le long, il y a des territoires où est-ce que les Autochtones y vont encore aujourd'hui. Ils passent là 1 semaine, 2 semaines. Leur territoire de chasse, hein, Leur c'est ça? territoire de chasse, puis il y a beaucoup de vie dans ces territoires-là. Puis pendant la grève, il avait arrêté, le train n'arrêtait pas dans les stations, dans tous les territoires de chasse, fait que personne ne pouvait aller. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, il prenait juste les gens dans le train, puis c'était un moyen de pression, là. OK. C'est pour ça que c'est important. Il y a beaucoup encore des Inuits qui vont dans leur territoire de chasse là, pour passer du temps là. Oui. Puis aussi, le nombre de trains qu'il y avait pendant la grève, c'était 2 par semaine. Là, en temps régulier, il y a combien de trains par semaine? Là, combien de voyages qui se font? Bien, par semaine, il y en a 2. C'est un aller et un retour le lendemain, 2 fois par semaine. OK, donc c'est le double du service qu'il y avait pendant la grève. Oui. Là. OK. Pendant la grève. Pendant la grève, vous disiez qu'il y avait seulement... Non, juste un pendant la grève, puis c'était au mercredi. OK. Puis, c'était un aller puis un retour, tandis que là, ils font 2 allers-retours. Oui. C'est ça, c'est le double, là, dans le fond. Puis l'état du train, quand vous avez fait ce reportage-là, comment vous trouviez l'état du train? Parce qu'il y a une des personnes là, du reportage qui mentionnait que le train était comme peut-être mal entretenu. Est-ce que vraiment ça paraît que c'est un train des années 70? Il n'y a absolument rien de moderne. Est-ce qu'on se sent en sécurité dans ce train-là? Bien, il y a une histoire, il y a l'année passée, il y a le train qui a arrêté. Il a comme déraillé un peu, puis ils n'ont pas eu d'électricité
Oh. Fait qu'il a fait très froid dans le train, puis il y avait beaucoup de population, là, comme à ce moment-ci de l'année, tu sais. Oh. Fait que on est capable de se poser des questions sur la sécurité. Fait que ça, vous allez regarder ça, la sécurité du train de Sheridan là, dans l'année 2020. Là. OK. Ben, merci beaucoup, Sylvie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de commencer l'année avec vous. Et puis, donc, on va regarder ça de très près. Merci beaucoup. Donc, c'est maintenant la dernière pause de votre bulletin de nouvelles nationales. Au retour, notre entrevue avec Ghislain Picard, alors qu'il était à l'Assemblée extraordinaire des chefs de l'Assemblée des Premières Nations à Ottawa. À tout de suite. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. On se trouve présentement à l'Assemblée spéciale des Premières Nations avec certains ministres du niveau fédéral. Donc, spécifiquement, nous rencontrons le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard. Quoi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Donc, à l'Assemblée, à date de cette Assemblée spéciale-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est démarqué plus que ça vienne d'un ministre ou d'un autre chef? Bien, écoutez, on a eu à peu près le même succès au niveau des invités, au niveau ministériel depuis hier, et c'est de bon augure, je pense, pour la suite des choses. De toute évidence, on est à peine à quelques semaines depuis l'élection fédérale, à peine 2 semaines depuis la nomination de certains ministres, incluant Mme Bennett, M. Miller, M. Guilbeault qui était en Assemblée ce matin aussi. Donc, pour moi, là, on est en train de mettre la table pour les événements des prochaines semaines, prochains mois, discours du trône demain. Donc, tout le monde est à l'écoute. On est en veille constante sur ce que le gouvernement fédéral va faire. Il y a des attentes qui sont non seulement justifiées, mais élevées du côté des Premières Nations sur plein de dossiers. L'enquête nationale, les suites, c'est quoi le plan d'action? Donc, je pense autant de questions là, qui se posent dans la tête de la majorité des chefs au pays. Donc, dans les gros dossiers, là, dans les attentes, dans ce qui s'en vient, on peut s'entendre, bien, il y a les femmes, là, suite aux enquêtes qu'il y a eu, là, les commissions spéciales, il y a les femmes, le taux de suicide aussi chez les jeunes. Puis aussi, il y en a certains même qui ont mentionné aussi le traitement des aînés en fin de vie dans les communautés. Il y en a qui ont des services appropriés, d'autres non. Donc, pour vous, est-ce qu'il y a des pistes que vous allez regarder davantage? Bien, presque chaque aspect, sinon tous les aspects de ce que vous soulevez comme exemple, là, converge vers la déclaration de l'ONU en même temps. La déclaration de l'ONU qui est quand même plus qu'un document qui doit être auquel on doit référer, parce qu'il y a déjà des projets de loi fédéraux ou des lois fédérales qui en font mention. Il y en a plusieurs. Donc, je pense qu'on s'en va très, très loin. La présentation de BC ce matin et hier, le premier ministre Horgan, je pense que c'est extrêmement encourageant et ça devrait donner, sans doute, on le souhaite, un peu de pression du côté du gouvernement fédéral. Mais sur les questions, les situations que vous soulevez, je pense que c'est important aussi d'être conscient que l'environnement politique et social chez nous est en constante évolution. Parler du suicide, les préoccupations en Saskatchewan, les préoccupations chez les Inuits du Labrador aussi. Et je pense qu'on doit vraiment insister pour que le gouvernement fédéral prenne en compte ces situations-là et puisse peut-être pondre un plan d'action qui rejoigne tout le monde. Et puis, quand on parle justement, vous mentionnez la Colombie-Britannique, ils sont les premiers à avoir vraiment une sanction royale, là, carrément, pour mettre en place l'adoption, le respect, dans le fond, de la Déclaration des droits autochtones par les Nations unies. Est-ce que vous pensez que c'est possible au Québec-Labrador? Est-ce qu'on est prêt? Bien, écoutez, on travaille dans ce sens-là. Je ne veux pas être trop pessimiste, mais ça fait un peu plus d'1 an qu'on essaie d'engager
engagé le présent gouvernement de la coalition Avenir Québec, ministre d'Amour, le premier ministre également. On a eu une motion à l'Assemblée nationale le 8 octobre dernier qui reconnaît les principes de la déclaration et engage le gouvernement à négocier sans mise en œuvre. Et si je compare ce qu'on a accompli à date avec ce qui a été accompli en Colombie-Britannique, on est encore loin d'une situation qu'on pourrait juger comme étant satisfaisante. Est-ce que je me trompe? Ça a l'air un peu difficile de rencontrer ces ministres-là quand on parle au premier ministre Legault ou la ministre d'Amour. Vous les avez rencontrés récemment. Ils se sont rencontrés avec l'Assemblée des Premières Nations. Est-ce que ça a déjà été plus facile? Est-ce que vous pensez que c'est... Bien, écoutez, ce qu'on dit souvent pour nous, notre réalité comme à PNQL, c'est qu'on doit toujours trouver la meilleure façon d'engager le gouvernement, quel qu'il soit. C'est vrai pour le gouvernement de M. Legault. On a eu une rencontre le 16 novembre dernier, il y a un peu plus d'1 an maintenant, et ça a été quand même positif, encourageant. Une rencontre avec un premier ministre qui est étendu sur 3 heures, c'est quand même quelque chose d'assez rare. quand même 3 heures. Oui, c'est une bonne rencontre. Mais ce qu'on doit, on doit quand même être assez sévère dans notre jugement parce que depuis novembre à aujourd'hui, c'est difficile de constater qu'il y ait une volonté sincère. Puis je pense que plus souvent que moins souvent, on est resté sur notre appétit sur plusieurs dossiers. Est-ce que vous aimeriez partager, dans le fond, peut-être un souhait pour les fêtes, pour nos téléspectateurs, téléspectatrices? Parce que ça va être présenté. Ben oui, non. Je pense que c'est tout à fait approprié, peut-être, de surtout trouver une façon de venir en soutien à toutes ces personnes, femmes, hommes, dans nos communautés qui travaillent vraiment au front. On a un tissu social qui est fragile, puis on a des personnes qui sont mises au défi tous les jours. Puis je pense que c'est un temps pour prendre du recul un peu, avoir des moments de réjouissance en famille. La famille est importante chez nous, donc c'est peut-être beaucoup plus à ce niveau-là que mes pensées vont. Je pense que tout le monde regarde la période des fêtes comme étant la période pour se retrouver en famille. Donc, j'aimerais souhaiter à toutes et à tous le meilleur temps des fêtes en 2019. Et on a encore beaucoup de défis qui nous attendent pour la nouvelle année, évidemment. Ghislain Picard, Junash-Kumitin, pour le temps que vous m'avez accordé pour cette entrevue. C'est très apprécié. Merci. Alors, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci d'avoir été avec nous cette année pour le début des Nouvelles nationales d'APTN. Ça a été un réel plaisir de commencer à travailler avec vous et j'espère pour encore plusieurs années. À tous, joyeuses fêtes et joyeuse nouvelle année 2020. À bientôt. Miigwech, Junash-Kumitin, Narcomic. Ici Sophie Claude Miller. À l'année prochaine.